Je suis linguiste, professeur à l'université Paris-Descartes et je suis le directeur d'un gros laboratoire qui travaille sur les démarches pédagogiques dont vous connaissez peut-être un certain nombre, le réseau des observatoires de la lecture, qui réunit aujourd'hui un peu plus de 30 000 enseignants en France et à l'étranger. Dernièrement, le réseau des observatoires des mathématiques. Et tous ces dispositifs sont des dispositifs qui n'excluent pas le numérique. Et mon exposé ne clouera pas au pilori le numérique, mais en montrera à la fois les limites, les dangers et les bénéfices qu'on peut en espérer. Il ne s'agit pas simplement de développer aujourd'hui une pensée nostalgique qui dira c'était tellement mieux avant, quand nous n'avions que le papier et le crayon. Il faut à la fois regarder la réalité des choses, mais surtout ne pas se laisser éblouir par les promesses, souvent les illusions que l'on peut avoir en se servant de l'écran et du numérique. Je travaille essentiellement sur la question de la langue. J'ai commencé à travailler sur la description de langues qui n'étaient pas encore décrites. Un certain nombre de langues africaines, les créoles, français et anglais, et puis une langue amérindienne qui s'appelle le quichua. Et donc ma formation est une formation de linguiste de terrain. Puis j'ai choisi comme sujet de ma thèse d'État l'émergence des signes linguistiques chez l'enfant de 5 à 6 ans. Et depuis, je travaille de façon assez continue et régulière avec mon équipe sur la question de l'apprentissage du langage, la question de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, en un temps très restreint, et par conséquent, je vais essayer de choisir l'essentiel, de façon à ne pas déborder et que vous ne soyez pas trop affamés, c'est essayer de voir avec vous ce que l'écran empêche, dissuade de faire. En fait, dans quel domaine, dans quelle démarche, l'écran peut-il pervertir la pédagogie et la transmission à l'école? Donc j'oriente de façon claire mon propos sur la question de l'école et de l'usage du numérique et de l'écran à l'école. Il faut évidemment se dire que cette idée, ce grand rêve que certains ont caressé et qui consistait à avoir des élèves derrière un écran dans une salle de classe et un maître qui devenait un gentil animateur comme au Club Méditerranée, distribuant un certain nombre d'activités, voyant défiler sur son écran la façon dont les enfants se débrouillaient avec cette activité, cette idée, si vous voulez, où finalement le maître se diluait dans la classe grâce au numérique, est une idée dont on a vu très vite les limites. Et quand on regarde aujourd'hui ce qui est proposé en ce sens, on se rend compte que ça n'a pas marché et que les
instituteurs et institutrices, dans leur grande majorité, ont refusé de transformer leur rôle en accompagnateur ou en distributeur d'exercices. Il faut se rendre compte aujourd'hui que entre les neurosciences qui tiennent le haut du pavé aujourd'hui, les neurosciences de Stanislas Dehaene, pas les neurosciences d'Olivier Houdet, sont deux orientations des neurosciences par rapport à l'école très différentes. Houdet ayant été longtemps instituteur, sachant ce que c'est qu'une salle de classe, Stanislas n'y a jamais mis les pieds et par conséquent, pensant qu'une salle de classe, c'est exactement la même chose que son laboratoire. Mais on voit bien, si vous voulez, cette sorte de connivence entre l'illusion que finalement, ce que l'on voit s'activer dans le cerveau est une indication pédagogique et l'idée que, bien au contraire, la pédagogie, c'est tout autre chose. Mais les tenants des sciences cognitives les plus dures sont fascinés et appelleraient volontiers à une utilisation massive des tablettes et des activités qu'elles proposent de façon autonome, parce qu'ils font beaucoup plus confiance aux tablettes qu'au talent pédagogique des instituteurs dans leur classe. L'humain est par définition suspect, et dans ce sens-là, une pédagogie qui éliminerait en partie en tout cas les aléas de la relation humaine serait une activité qui correspondrait de façon claire et précise à ce que l'on fait dans un laboratoire. Et donc, je vous invite juste à réfléchir à cette question. Pourquoi est-ce qu'il y a cette relation, cet appel à l'utilisation systématique des écrans diffusant des activités autonomes par ceux qui aujourd'hui prétendent nous dire de façon extrêmement précise et claire comment le cerveau fonctionne dans les apprentissages. Alors attention, les sciences cognitives aujourd'hui sont un apport considérable, très important, très intéressant, mais l'applicationnisme qui consisterait à se dire parce que je découvre le lieu où se passe telle activité, alors je peux en déduire un certain nombre d'activités d'entraînement qui va activer très exactement cela, est quelque chose, évidemment, enfin évidemment non, mais est quelque chose que je pense plutôt dangereux. Alors, dans cette perspective, je voudrais choisir un certain nombre de points qui mettent en évidence les limites de l'utilisation de l'écran, et je terminerai au contraire en soulignant l'intérêt du numérique, l'intérêt que le numérique peut proposer dans une salle de classe. Quelques points importants, et d'abord quelque chose que nous avons vérifié de façon systématique depuis une bonne 7 à 8 ans. Les premières recherches que nous avons menées là-dessus remontent à peu près en 2009-2010. On se rend compte que chaque fois que l'ambition pédagogique dépasse le simple entraînement, c'est-à-dire le fait de dire s'il y a insuffisance de ce point de vue-là, il suffit de faire travailler telle ou telle compétence pour que les choses s'arrangent.
C'est-à-dire que l'illusion ici, ça serait de dire finalement seule la maîtrise des mécaniques est juste. Et vous en avez aujourd'hui un exemple flagrant dans la polémique autour de l'apprentissage de la lecture. Revient en force après des dizaines d'années où l'on a juré uniquement par la compréhension, revient en force et de façon exclusive la question du code. Grosso modo, il suffit que l'on entraîne un enfant à maîtriser avec précision et rapidité les mécanismes graphophonologiques, c'est-à-dire les correspondances entre lettres et groupes de lettres et sons, pour que, via la connaissance de l'oral qu'il a, il a 6 ans donc il parle et comprend ce qu'on lui dit en règle générale, via cette connaissance, il arrive à devenir lecteur. En gros, déchiffrage plus oral égale lecture de compréhension. Cette idée-là est une idée fausse et une idée dangereuse. Parce que si véritablement il suffisait d'entraîner les élèves à comprendre et à accepter d'abord et comprendre ensuite que lorsqu'il voit la lettre R, qu'il reconnaît comme un R, il a 100% de chance que ça se prononce RE ou RE, ça dépend des régions. Si cela suffisait de lui apprendre que quand il voit le groupe de lettres CH, ça se prononce CHE dans 98% des cas, et que si il a compris que la lettre A se prononce A s'il n'y a pas N derrière, I derrière, etc., et que le A associé au CHE fait chat, si lire ça n'était que cela, alors chassons le maître de la classe et utilisons massivement l'écran pour des activités autonomes d'entraînement graphophonologique. Fort heureusement, la lecture, ça ne se résume pas à cela. Mais certains pensent que c'est comme ça que ça marche. Et l'appel massif à l'utilisation d'exercices, d'activités, d'entraînement systématique autour de la reconnaissance des correspondances entre lettres et sons, la fusion syllabique et la composition syllabique des mots, qui est absolument nécessaire. Attention, hein, je ne viens pas vous dire aujourd'hui tout ça, c'est pas du tout important. C'est nécessaire. Il n'y a pas d'apprentissage de la lecture qui ne s'appuie sur une véritable maîtrise des correspondances entre lettres et sons. Mais ce qui est nécessaire n'est pas suffisant. Et c'est là toute la question. Ce qui est nécessaire, c'est effectivement d'entraîner des enfants de façon systématique, de façon à ce qu'ils maîtrisent les mécanismes. Mais la lecture, ça n'est pas simplement la maîtrise des mécanismes. Et je vais vous donner un exemple évident. Et ça sera mon premier point, le premier point qui montre, si vous voulez, les limites et parfois les perversions de l'utilisation des exercices autonomes et des activités. Pourquoi est-ce que je dis que la relation entre lettres et groupe de lettres et sons est nécessaire? Ce n'est pas juste parce que je veux que les élèves qui apprennent à lire sachent simplement oraliser les mots qu'ils découvrent.
Ça n'est pas cela. Lire, évidemment, on n'apprend pas simplement que la lettre R se prononce R, et que la lettre A se prononce A dans certaines conditions, uniquement pour pouvoir oraliser les mots en question. Si on leur apprend à déchiffrer, et encore une fois, c'est nécessaire, c'est parce qu'on veut qu'ils puissent interroger leur dictionnaire mental, celui qu'ils se sont fabriqué pendant les 6 années avant d'arriver au cours préparatoire, et que, à partir de ce dictionnaire mental qui leur permet de parler et de comprendre ce qu'on leur dit, ils puissent, déchiffrant les mots les uns après les autres, interroger ce dictionnaire mental. Je prends un exemple. Imaginez un enfant qui, au mois de février, n'a jamais encore lu le mot oranger. Par contre, pendant tout ce temps-là, on lui a appris que quand il voit O, ça se prononce O, quand il voit la lettre R, ça se prononce RE, quand il voit AN, ça se prononce AN, quand il voit la lettre G, ça se prononce JE, s'il y a E derrière, et quand il voit ER à la fin d'un mot, ça se prononce E. Et donc il va déchiffrer, il va faire oranger. Et s'il fait cela, s'il fait ce geste, oranger, c'est parce que, en traduisant en son ce qu'il a vu en lettres, il a interrogé son dictionnaire mental, celui qui lui permet de parler, et que ce dictionnaire mental lui a dit, il y a un abonné au numéro que tu as demandé. Et il lui donne le sens, à condition, mesdames et messieurs, que oranger fasse partie de son dictionnaire mental. Et quand vous saurez que sur 1000 enfants, enquête que nous avons menée il y a 2 ans, sur 1000 enfants qui arrivent au cours préparatoire, 1000, vous en avez 20% qui ne dépassent pas 280 mots. 280 mots. 20%. Alors que les 20% supérieurs du quintile dépassent les 1600 mots, vous comprenez bien que les enfants qui arrivent au cours préparatoire, et par exemple dans cet arrondissement où il y a pas mal de RED+, et dans l'académie d'Amiens où nous avons travaillé toute cette année, nous voyons bien, si vous voulez, que les inégalités sont considérables. Et que pour certains enfants, maîtriser les correspondances graphophonologiques, ça consiste uniquement à faire du bruit et certainement pas à faire du sens, parce que pour les petits qui ont 250 mots, à la question « Y a-t-il un abonné au numéro que j'ai demandé ?», la réponse est non. Il n'y a pas d'abonné. Et donc, on voit bien, si vous voulez, que cet écran qui ne serait que facilitateur pour la maîtrise des relations entre l'être et son, donc des mécanismes, cet écran risque tout simplement d'aggraver l'écart entre les enfants qui ont suffisamment de vocabulaire pour que la maîtrise des mécanismes les conduise au sens, et ceux qui n'auront pas suffisamment de vocabulaire pour ce faire. Alors, vous allez me dire, on n'a qu'à programmer des activités, des exercices de vocabulaire qui permettent à tous, comme un seul, d'avoir un vocabulaire riche et précis. Eh bien non, parce qu'il y a certains apprentissages qui ne peuvent pas passer uniquement par l'écran. Et c'est là la chose importante et intéressante. À la fois les limites et à la fois le fait que si l'écran peut effectivement aider à maîtriser les mécanismes par entraînement systématique, pour autant, il n'est pas capable
de faire prendre conscience du sens des apprentissages. Et en l'occurrence, si vous me disiez, mais comment on fait pour apprendre du vocabulaire aux enfants, à la maison comme à l'école d'ailleurs, à la maison comme à l'école, pas de la même façon, mais dans la même perspective, je vous dirais, écoutez, choisissez un mot. 5-6 enfants, et posez simplement la question toute bête qui est de dire qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire forêt? Et si vous posez la question à un enfant que veut dire forêt, à 5-6 enfants, vous en avez un qui va vous dire la forêt c'est papy. La forêt c'est papy. Alors la forêt c'est papy. Alors vous êtes surprise au départ, vous voyez la différence entre cette émergence étrange et bizarre, très individuelle, très singulière, et puis l'exercice systématique pour tous de la même façon, Alors pourquoi il dit c'est papy? Il dit c'est papy parce que là, il va dans la forêt se promener avec son papy, lui. Le rôle du maître et des parents, c'est de lui dire, oh, mais tu sais, tout le monde ne va pas dans la forêt avec son papy, est-ce qu'on pourrait, et on recueille les différentes définitions que nous donnent les enfants. L'un peut-être dira, la forêt c'est grand. Un autre dira, la forêt c'est là où il y a beaucoup d'arbres. Et puis petit à petit, vous voyez cette définition au début extrêmement intime, très personnelle, va petit à petit prendre de l'ampleur, se généraliser et surtout aller plutôt vers quelque chose de collectif et d'abstrait. Quel écran est capable de conduire un enfant dans une démarche de ce type? Deuxième exemple, compréhension de texte. Nous avons depuis un certain nombre d'années maintenant, un grand nombre d'années, ça ne me rajeunit pas, mis en place ce qu'on appelle des ateliers de compréhension de texte. Parce que nous pensons que la compréhension, ça se travaille. Ça se travaille. C'est-à-dire ça ne tombe pas du ciel, à moins qu'on croie qu'on confonde compréhension et révélation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire cette espèce de révélation, si vous voulez, qui dispense de comprendre soi-même. Mais si nous croyons en laïque que la compréhension est personnelle et élève l'esprit vers un but de conquête, alors la compréhension ne peut pas être une révélation. Et l'école laïque se doit de mettre en place des démarches qui sont des démarches où la compréhension est une compréhension de conquête, de bataille, de revendication du sens. Alors qu'est-ce que c'est qu'un atelier de compréhension de texte? C'est très simple et à la fois subtil. On prend un texte, évidemment qu'on a choisi en fonction du niveau de ses élèves ou de ses enfants. Maison, école, même combat. Et ce texte-là, on le choisit pas trop court, pas trop long, mais on le choisit surtout parce qu'il raconte véritablement une histoire. Il y a un début, un milieu, une fin. Il tient debout. Et ce texte, on va, si l'enfant n'est pas encore lecteur, le lire une fois, 2 fois. S'il est lecteur, on le laisse lire ce texte. Nous commençons à partir de l'école maternelle avec des textes qui sont des textes lus par l'enseignant, évidemment. Une fois qu'on a lu ce texte, la première question que l'on pose, c'est quel film chacun de vous vous êtes fait dans votre tête? Quel film chacun de vous vous êtes fait dans votre tête? Et on recueille
les interprétations, les scénarios particuliers de chacun. Et on en prend note. C'est-à-dire, qu'on va effectivement les garder de façon à pouvoir s'y référer. On accepte donc la diversité, mais on n'accepte pas la trahison, puisque le troisième temps, c'est le temps de la vérification. Le temps de la vérification, c'est le temps où, texte en main, on va faire la différence entre ce qui est interprétation légitime et singulière et ce qui est, au contraire, dépassement du texte, refus du texte, je disais tout à l'heure, trahison du texte et trahison de l'auteur. Est-ce que l'écran est capable de mener une démarche pareille? Non, bien sûr. Et je pourrais continuer comme ça si je n'avais pas les limites du temps. Mais j'avais prévu de vous parler du sens de la grammaire, j'avais prévu de vous parler aussi évidemment, comment ne pas le faire, de l'acte d'écriture, hein, en quoi cet écran, s'il niait l'écriture manuelle, serait évidemment un danger majeur. Pas seulement parce que nous référons pardon, à un temps où notre main traçait sur une feuille, d'autres mains sur des papyrus, un certain nombre de signes et de traces. Non, ce qui m'inquiète dans l'abandon de l'écriture manuelle et le fait qu'on écrive uniquement sur écran pour soi mais aussi pour les autres, etc. C'est deux choses. La première, c'est que, je le disais récemment à un de mes enfants, je lui disais, mais parce qu'il me disait, mais toi aussi tu envoies des textos, je vois pas pourquoi. Oui, bien sûr, évidemment que j'envoie des textos, que j'envoie des messages, j'envoie des textes entiers. Mais je lui disais, si il m'arrivait de dire toute ma compassion, toute ma peine à mon meilleur ami qui vient de perdre sa maman, je m'interdirais de le faire à travers un texto. C'est-à-dire que c'est cette confusion des situations d'écriture qui m'inquiète. La deuxième, c'est que l'acte d'écriture a ceci de très particulier, que chacun a son écriture. Et que, ayant chacun son écriture, c'est-à-dire qu'on ne trace pas tous les lettres de la même façon, mais on s'arrange pour que de cette diversité, l'écriture du A soit comprise par tout le monde, l'écriture du B soit comprise par tout le monde, l'écriture du R soit comprise par tout le monde. C'est-à-dire que la diversité de l'écriture manuelle entraîne chez nous la conscience des devoirs que nous avons pour les autres. Diversité et rassemblement, c'est ça. Le fin mot de la langue écrite et orale, c'est la diversité et le rassemblement. La langue nous différencie chacun, nous ne parlons pas de la même façon, nous n'écrivons pas de la même façon, nous ne lisons pas de la même façon, et pourtant, ces actes profondément humains nous rassemblent. C'est là, je crois que l'enjeu majeur qui nous amène à défendre aujourd'hui, non pas contre, mais pour, défendre aujourd'hui ce droit à la diversité, à la singularité. Nous sommes singuliers et pourtant, la langue nous permet de nous reconnaître comme des êtres de parole et des êtres d'humanité. C'est ça la grande question. Dernier point, j'arrête, vraiment. Simplement pour ne pas avoir dit uniquement des choses négatives, encore ce n'est pas négatif, mais
on voit bien quand même qu'il y a une chose pour laquelle le numérique nous sert dans les classes. Et là, vraiment, nous en avons fait l'expérience depuis longtemps. C'est que le numérique permet au maître, pas à l'élève. Moi, je crois que l'écran et le numérique, c'est fait pour le maître et pas pour les élèves. Définitivement, j'en suis arrivé là. Le numérique permet au maître de faire quelque chose qu'il fait beaucoup plus difficilement, c'est-à-dire de prendre conscience des difficultés particulières de chacun et d'y apporter une réponse particulière. C'est-à-dire que si vous considérez l'évaluation comme un acte diagnostique, entre guillemets, hein, diagnostic, pas au sens médical du mot, mais simplement si vous considérez qu'une évaluation, ça permet de dresser le profil de compétences de chacun. On sait faire ça en matière de lecture, nous savons dresser le profil de compétences de chacun des élèves et notamment en début d'apprentissage, ces profils sont très différents les uns des autres. Et donc il faut savoir apporter à chaque élève une proposition, pas numérique, mais une proposition pédagogique particulière. C'est difficile à faire quand on a 30 élèves. La machine peut permettre de proposer ce qu'on appelle de la différenciation pédagogique. Donc moi je crois vraiment au fait que le numérique, la machine, peut apporter au maître une capacité de lucidité, c'est-à-dire mieux comprendre, mieux analyser, mieux voir ce dont certains ont besoin. C'est une évaluation qui n'est pas une évaluation d'exclusion, c'est une évaluation d'orientation. Et moi, je disais au ministre récemment, si j'étais à ta place, à Dieu ne plaise, je ferais la chose suivante, c'est-à-dire que je proposerais qu'au mois de février, au moment clé de l'année, on évalue diagnostiquement les compétences dans les domaines les plus importants. Février. On en trace le profil et on se donne 4 mois pour, à travers une pédagogie diversifiée, proposer un certain nombre d'activités pédagogiques, pas d'écran, mais orienter sa pédagogie vers chacun. Et ça, si vous voulez, je crois que c'est quelque chose dont on peut tirer bénéfice. Aujourd'hui, la grande question, c'est qu'on a un système éducatif qui est profondément injuste, profondément inégalitaire, profondément. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le taux de résilience du système français est un taux de résilience, ça veut dire qui sauve les plus faibles, hein, c'est ça que ça signifie. Le taux de résilience des élèves de l'école française est un des plus mauvais au monde. Et plus on va, plus on se rend compte que ce taux baisse, c'est-à-dire que l'écart se creuse. Donc, si on ne veut pas que le destin de certains enfants mal nés soit scellé à 6 ans, il faut s'emparer d'un certain nombre d'outils pour que les plus fragiles soient mieux traités, plus directement, et que le maître puisse avoir plus de lucidité pédagogique. Je vous remercie.